À 38 ans, Nicolas Miroff a été diagnostiqué de la maladie de Charcot. Il est l'invité de Bonjour la Normandie pour nous témoigner de son quotidien avec son épouse Amélia Miroff. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous ce matin pour Bonjour. expliquer. Bonjour Nicolas. Pour expliquer justement à nos téléspectateurs, vous vous exprimez grâce à une tablette. C'est grâce à elle qu'on communique ce matin et que vous communiquez avec vos proches. La maladie de Charcot est entrée dans vos vies fin 2023 quand le diagnostic tombe. On le sait, c'est sans appel. On vous annonce qu'il vous reste 3 à 5 ans à vivre. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le moment? Et je suis même tentée de vous demander comment on réagit face à la mort. Au début, l'annonce est brutale, plein de questions sont venues. Pourquoi et comment va se passer les shows? Comment je vais être accompagné? Au début, durant environ 7 mois, je n'acceptais pas la maladie. Je n'acceptais pas le regard des gens et le pire au début, je refusais la trachéotomie, ce qui me permettra de vivre le plus longtemps possible. La maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative incurable qui évolue avec une paralysie progressive et complète jusqu'au décès. Comment la maladie a progressé depuis l'annonce de ce diagnostic? Amirov qui nous répond avec sa tablette. On a tout le temps, on vous attend. J'ai perdu actuellement l'usage de mes jambes mais je ressens absolument toutes les douleurs de cran. J'ai perdu également la parole. La déglutition se dégrade actuellement. Mon diaphragme est également touché. Mais je garde espoir et souhaite combattre cette saloperie jusqu'à mon dernier souffle. Vous êtes père de famille, vos proches vous accompagnent, vous êtes avec nous aujourd'hui. Amélia Miroff, vous êtes donc l'épouse de Nicolas. Vous vivez cette maladie tous ensemble. À quoi il ressemble votre quotidien? Je laisse la parole à Nicolas et puis après vous m'expliquerez, Amélia. Mon quotidien le matin et le soir, j'ai l'aide de mes auxiliaires de vie, pour les déplacements dans la maison pour effectuer ce que tout le monde peut faire seul, du style brossage de dents, aller à la douche, et sortir et rentrer dans le lit avec un lève-malade car les transferts me sont plus possibles. Et vous, Amélia, d'abord j'ai envie de vous demander comment vous allez. Vous êtes devenue accompagnante, aidante. Vous avez aussi des enfants. Comment ça va à la maison? Au début, ça a été très compliqué de se dire qu'en fait, la maladie bouleverse la vie parce qu'en fait, on est obligé, enfin, la vie s'arrête. On doit se réorganiser autour de la maladie, des rendez-vous, des hospitalisations qui sont pas forcément prévues, les imprévus de la vie aussi. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué de se dire qu'en fait, la vie doit tourner autour de la maladie et plus vivre comme avant, comme une personne normale qui n'a pas de soucis. Comment ça s'est passé avec vos enfants? Ça a été plus ou moins compliqué. C'est la plus jeune, Ils ont quel âge? 13 et 7 ans bientôt. Le plus grand, pour lui, ça a été très compliqué de voir son papa malade parce que il a toujours cette image d'un papa qui court, qui parle, qui marche, qui rigole avec lui. Et de se dire que du jour au lendemain, son papa ne peut plus faire tout ça et ne peut plus être présent, entre guillemets, comme il était présent et qui jouait avec lui, c'est compliqué pour lui, surtout qu'en plus, comme c'est une période un peu compliquée, vu qu'il y a le début d'adolescence et tout ça, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal à accepter que sa sœur, qui, elle, ça a été plus facile pour elle, parce que comme elle était toute jeune, ça s'est fait un peu sous forme de jeu pour elle, parce que le fauteuil, pour elle, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Pour elle, c'est vraiment un manège. Elle le dit, c'est je veux un tour de manège. Pour elle, c'est quelque chose qui la fait rire. Donc c'est plus facile et elle a plus de facilité que nous aussi à accepter la maladie parce que pour elle, en fait, finalement, c'est presque naturel, même si ça devrait pas.
Et c'est peut-être son innocence d'enfant qui témoigne le mieux de voilà, le quotidien change, l'état d'esprit aussi. Il faut, vous disiez, vous gardez espoir. Il faut trouver des moyens dans le quotidien pour positiver un maximum. Oui, 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 bah en fait, en voyant ces expressions, en la voyant rigoler, malgré le fait que son père soit malade, malgré le fait que ça soit quand même très compliqué parce qu'il y a énormément de rendez-vous. Papa, bah, il est beaucoup à l'hôpital. Papa, il a beaucoup de rendez-vous chez les médecins. Bah, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Et puis, en fait, l'avoir rigolé, l'avoir sourire tous les jours, bah, c'est ce qui nous permet, nous aussi, de tenir et de se dire que malgré la maladie, on arrive quand même à la rendre heureuse. Et je pense que c'est quelque chose qui nous maintient par rapport à la maladie. Parce que Nicolas, cette maladie, elle est incurable. Est-ce qu'il existe un traitement pour ralentir la maladie? Il existe bien un médicament qui ralentit la maladie mais malheureusement juste de quelques mois et il a énormément d'effets secondaires, que certains peuvent être dangereux pour la santé. La maladie de Charcot, on la connaît de nom, peut-être pas toutes les spécificités. Vous, vous mobilisez pour faire connaître la maladie de Charcot grâce à une association, ça s'appelle les Normands contre la SLA. SLA pour sclérose latérale amyotrophique, excusez-moi, pour donc la maladie de Charcot. Quels sont les objectifs de cette association? J'ai créé mon association dans un premier temps pour faire connaître la maladie, ensuite aider les gens comme moi atteints de cette saloperie avec une aide matérielle qui coûte cher et n'est pas pris en charge à 100% comme la tablette oculaire, aider également leurs aidants familiaux qui ne sont pas assez reconnus et ne sont pas assez soutenus non plus. Je m'explique, certains aidants se voient obligés de démissionner afin de s'occuper de leurs proches. On leur propose une aide financière mais qui malheureusement n'est pas pris en compte par leur retraite. Et pour finir, l'association est présente également pour financer la recherche qui a besoin d'aide car il faut savoir que cette maladie existe depuis 1853 et on n'a toujours aucun traitement pour nous sauver la vie ou même ralentir correctement la vie de plusieurs années. Vous vous battez pour une meilleure prise en charge de cette maladie, on l'a compris, c'est compliqué. Vous, qui êtes atteint de la maladie de Charcot, vous Nicolas, mais vous, ça vous impacte au sein de la famille. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ce manque de prise en charge? Une colère, parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que si on se renseigne pas assez et qu'on n'est pas bien accompagné, en fait, on nous lâche dans une cage comme si on était avec des lions et débrouillez-vous. Du jour au lendemain, vous devez arrêter de travailler, vous devez arrêter de sortir aussi, parce qu'en fait, votre vie, elle se réorganise tellement autour de la maladie qu'en fait, la vie en général n'a plus sa place. C'est vraiment concentré sur la maladie, à se dire, il faut faire tel rendez-vous, tel soin, euh, tel médicament il faut prendre à telle heure, il faut avoir aussi telle ou telle chose à portée de main pour... Et en fait, on fonctionne en mode robot. On vit plus, on vit vraiment au jour le jour, à se dire qu'est-ce qui va se passer demain, comment on va réussir à gérer ça, comment on va pouvoir pallier à un manque de quoi que ce soit, comment on va pouvoir faire, mais surtout, en fait, comment on va pouvoir, nous aussi, comprendre derrière ce qui se passe réellement, parce que la maladie, si on nous l'explique pas bien, on a toujours ces questions-là, et malheureusement, le réflexe de beaucoup d'entre nous maintenant, c'est regarder sur Internet, chose que nous, on n'aurait jamais dû faire, parce que quand on a vraiment lu ce qu'était la maladie et quand on a compris ce qu'était la maladie, ça nous a mis un coup de massue, parce qu'en fait, on se rend compte que ben, les médecins, ils prennent pas forcément le temps de nous l'expliquer comme il faut, avec les mots qu'il faut aussi. Donc ça peut être ouais, très dur et surtout, en fait, on se sent isolé aussi parfois parce que ben, il n'y a pas énormément de monde qui en parle. Donc elle est très peu connue, donc on ne sait pas non plus exactement ce qui se passe. On est obligé de poser maintes et maintes fois les questions au médecin pour enfin avoir une réponse et pour savoir exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer plus tard par la suite. Nicolas, vous vous sentez isolé aujourd'hui?
Isolé, je ne pense pas, mais on a besoin de réponses à nos questions qui sont malheureusement répondues que par nous malades. Les médecins ne sont pas assez explicites ou évitent d'effectuer nos réponses, soit par bienveillance, soit car ils ne veulent pas tout simplement. Vous auriez aimé plus de franchise dès le début pour mieux comprendre. L'amélioration de la prise en charge, c'est de respecter les lois. Celle dans un premier temps est très importante, c'est l'acceptation du dossier MDPH qui ne doit pas dépasser 4 mois et malheureusement cela n'est pratiquement jamais respecté. Aujourd'hui, Un vous... deuxième temps, former plus C'est pas nos grave. soignants à notre maladie comme nos auxiliaires de vie qui sont livrés à eux-mêmes une fois que l'on a la trachéo ou à la pathologie en entièreté. Ils ne sont pas du tout formés au protocole à l'heure d'aujourd'hui. Seule une association en Charente-Maritime forme à la SLA que je recommande à tous les soignants qui suivent des patients avec cette pathologie qui s'appelle les petites mains de Charcot-Off SLA. Aujourd'hui, vous Et êtes... je vais faire un troisième et dernier temps, c'est d'accéder aux essais cliniques dont la plupart nous est refusé pour des motifs absurdes. Moi par exemple, on m'a refusé un essai clinique en me disant que les effets secondaires étaient trop dangereux, mais comme je leur ai dit, je préférerais peut-être l'effet secondaire de l'essai que celui de la maladie. Vous avez accepté la maladie aujourd'hui, Nicolas? Je ne connaissais pas la SLA avant. J'ai malheureusement pris l'initiative de regarder Docteur Internet. Ce que je déconseille fortement. On l'a compris, le premier réflexe quand on est atteint d'une maladie de manière générale, on ne regarde pas sur Internet, on attend l'avis d'un médecin et on n'hésite pas à poser des questions. Tous les deux, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez un message à faire passer aujourd'hui, un message d'espoir peut-être dites-moi. Qu'il faut pas baisser les bras et que un jour peut-être on arrivera à trouver un traitement ou du moins quelque chose qui leur permettra de vivre plus décemment et avec moins de douleur et que ça, comme ça soit les aidants ou les malades, qu'il faut surtout pas baisser les bras et continuer à sourire à la vie et continuer à vivre malgré que la maladie soit présente. En tout cas, vous nous donnez beaucoup d'espoir tous les deux. Moi, Nicolas, ce qui me marque chez vous, c'est que peut-être que maintenant vous communiquez avec une tablette, mais avec les yeux aussi. Vous avez un regard qui dit beaucoup et ça me touche beaucoup de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà, l'actualité se poursuit sur BFM Normandie. On espère que ce témoignage touchant vous parlera. Restez bien avec nous, la journée se poursuit.